La liberté de la presse est définitivement une condition pour le développement durable. Et en fait, la liberté de la presse est celle qui nous permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés aussi en même temps. Comment les sociétés peuvent renverser leur modèle de développement basé sur une croissance économique sans fin si elles n'ont pas accès à une information sur les impacts et les effets collatéraux de ce type de développement, sans savoir ce qui se passe dans plusieurs coins du monde, du pays, sans avoir accès à une information qui est une information de qualité, une information de confiance sur ce qui se passe. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. 5 épisodes pour éclairer nos défis communs et trouver des solutions tout autour du globe. Cette semaine, 2e épisode de notre série spéciale Liberté de la presse, Carole Lambezin. Arthur Romeu est directeur du bureau régional de Reporters sans frontières pour l'Amérique latine installé à Rio. Originaire du Brésil, ce spécialiste de la politique des droits de l'homme et des enjeux humanitaires estime que pour aller plus loin dans les débats liés au développement durable, nous devons avoir accès à une information de qualité, une information de confiance qui n'est permise que si la presse est réellement libre. Pour nous, il décrypte les principaux enseignements pour l'Amérique latine du classement 2023 pour la liberté de la presse dévoilé le 3 mai. Chaque année, ce classement identifie et évalue les conditions pour le libre exercice du journalisme dans 180 pays au monde. En Amérique latine, les deux principales tendances, c'est le fait que l'instabilité politique dans plusieurs pays de la région et la polarisation aussi croissante dans plusieurs pays d'Amérique latine ont un impact fort sur les conditions pour l'exercice du journalisme. Je peux commencer éventuellement par la plus grosse baisse d'un pays sur le classement de RSF sur la région, celle du Pérou, qui a tombé de 33 places suite à plusieurs années d'instabilité politique importante au Pérou, avec plusieurs présidents qui se sont enchaînés au long de ces dernières années, et encore une fois la destitution aussi en décembre dernier du président Pedro Castillo, qui a anticipé un peu une grosse vague de manifestations dans tout le pays, qui a été durement réprimée avec des dizaines de morts. Et les journalistes ont bien sûr été victimes de tout type d'agression pendant cette période de turbulence politique. Et il y a aussi, de la même façon, une espèce de méfiance de la part de la société par rapport aux institutions démocratiques de façon générale et aussi envers la presse. Il y a aussi Haïti, petit pays dans les Caraïbes, qui haut passe un peu inaperçu dans les forums et discussions globales, mais on a vu cette année une chute de 29 places de Haïti dans le classement de RSF. Donc une chute très très importante, liée dans ce cas aussi à une situation d'instabilité politique qui découle un peu de l'assassinat du président Moïse en 2021 et qui a entamé un peu une situation de crise de sécurité publique, une crise sécuritaire dans le pays, qui est devenu un pays particulièrement dangereux dans plusieurs parties du pays. 6 journalistes ont été tués l'année dernière en lien avec leur fonction d'informer. Ce qui est un chiffre sans précédent. En Haïti, il y avait toujours des problématiques pour la liberté de la presse en Haïti qui étaient liées au manque d'infrastructures locales, aux difficultés, aux précarisations du journalisme, etc. Mais en termes de violence directe, ciblée, constante, avec des nombres, avec des chiffres si importants, on l'avait pas encore vu, en tout cas sur les 2 dernières décennies. Et on perçoit clairement que cette crise de sécurité publique est l'élément perturbateur principal pour cette chute aussi de 29 places sur le classement. On note par ailleurs que l'Équateur a perdu 12 places dans le classement, que depuis 2018, le Nicaragua se trouve dans une situation de dérive autoritaire où le gouvernement de Daniel Ortega a commencé à poursuivre ouvertement les médias, contraignant des journalistes à s'exiler.
Et ce qu'on retient surtout, c'est que 50% des journalistes tués dans le monde en 2022 le sont en Amérique latine, le Mexique restant le pays le plus meurtrier pour la profession. Il y a malgré tout un peu d'espoir qui nous vient du Brésil justement. Le pays passe de la 110e place à la 92e, c'est la plus forte hausse du classement. On était un peu surpris par cette situation parce que l'année dernière était une situation particulièrement compliquée dans le contexte de la liberté de la presse au Brésil. Donc, il y a eu l'assassinat du journaliste anglais Dom Phillips et de son collaborateur Bruno Pereira Araújo, et un autre journaliste assassiné au nord-est du pays, un blogueur. Donc, ça fait 3 journalistes assassinés. On a des dizaines de cas de violence, d'attaques, d'exactions. C'est-à-dire le score sécuritaire est quand même en baisse. Mais sur les autres scores, que ça compose encore une fois l'indicateur pays du Brésil dans le classement, politique, social, économique et cadre législatif, ils se sont de façon générale améliorés. Il y a une alternance de pouvoir en fin d'année. On a passé au Brésil une période cauchemardesque avec 4 ans d'un mandat d'un président ouvertement hostile aux médias qui constamment attaquer la presse, les journalistes nominalement et les élections 2022 en général, où Bolsonaro va perdre ces élections. Et donc, avec la prise de pouvoir de Lula, l'institution en 1er janvier 2023, mais l'hypothèse en tout cas qu'on a, c'est que la montée du Brésil reflète un optimisme autour de l'alternance du pouvoir. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui s'est déjà concrétisé, mais c'est une perception des experts sur le fait que on a un optimisme par rapport à où est-ce qu'on peut aller à partir du moment où on a été capable de sortir d'une période particulièrement cauchemardesque pour le journalisme. Sur le travail de RSF au Brésil, j'ai aussi envie d'évoquer particulièrement un projet que nous menons autour du renforcement d'écosystèmes de médias locaux au Brésil. C'est-à-dire un sujet majeur pour la situation de liberté de la presse au Brésil, au-delà de la violence en soi. Les Reporters sans frontières commencent à développer un espèce de programme de développement de médias avec des partenaires, des initiatives, des organisations de médias en Amazonie. C'est-à-dire on identifie 8 partenaires qui travaillent avec le journalisme, qui sont soit des journalistes, soit, on va dire, des ambassadeurs locaux pour la liberté de la presse et la défense du journalisme. Et on essaie de travailler avec eux dans le long terme, dans la perspective de renforcer leur action locale, de donner plus de visibilité au travail qu'ils développent, d'assurer tout un modèle de renforcement des conditions sécuritaires, donc des formations de prévention sur les enjeux de sécurité, des formations rattachées au développement institutionnel, donc comment ces médias vont se financer, se développer financièrement, comment on peut les aider aussi à trouver plus de bailleurs éventuellement et de continuer à faire le travail parce que leur modèle de financement ne passe pas par bien sûr la publicité, le modèle traditionnel, il passe par d'autres types de structures de financement et ils doivent continuer à se développer localement, souvent avec très peu de connaissances formelles sur le journalisme en soi, mais avec un pouvoir qui est rattaché à cette notion de représentativité locale, c'est-à-dire une capacité à comprendre les vrais problèmes de la région, de l'Amazonie, les enjeux, les acteurs, que souvent des journalistes de grands médias, des grands reporters qui vont dans la zone couvrir ce qui se passe, ont du mal à percevoir, ont du mal à raconter. Et en même temps, du point de vue sécuritaire, même ces journalistes qui viennent de l'extérieur et qui arrivent et qui vont raconter ce qui se passe en Amazonie, ce qui est absolument très important, mais ils repartent après. Donc les journalistes qui restent, ils restent avec, on va dire, l'ONU de continuer à travailler dans l'endroit dans lequel ils font des reportages dénonçant des crimes, des violations environnementales, socio-environnementales. C'est-à-dire ils sont plus vulnérables à tout type de représailles à ces attaques. Donc, et beaucoup plus vulnérables à une autocensure structurelle existante en Amazonie. Parce que, par exemple, si on travaille avec un collectif composé de journalistes autochtones qui travaillent à la frontière, au cœur de l'Amazonie, à la frontière entre le Brésil et la Colombie, et il y a plein de particularités, qui est assez isolée, une région avec plusieurs groupes ethniques différents, la façon de faire
le journalisme est beaucoup rattaché à des enjeux culturels locaux, c'est-à-dire par exemple la langue. Donc souvent, ces journalistes avec qui on travaille, la langue principale dans leur émission n'est pas le portugais. C'est par exemple des émissions qui sont traduites en 5 langues différentes. L'oralité est un enjeu important parce que souvent l'alphabétisation ou même la tradition orale des peuples autochtones est un élément fondamental là-dessus aussi. Donc comment ces nouveaux, ces jeunes journalistes, parce que c'est souvent des jeunes qui sont intéressés par la technologie, par les réseaux sociaux, par la possibilité d'eux-mêmes pouvoir raconter ce qui se passe dans leur région et leurs propres histoires et leur propre façon de voir le monde, comment ils vont s'approprier des outils journalistiques, de la narrative journalistique pour le faire. Et donc, essayer de leur former sur ce que c'est la vision, on va dire, plus occidentalisée ou profonde ou traditionnelle du journalisme des grandes rédactions n'aurait pas vraiment de sens. Donc, ce qui est important, c'est comment eux s'approprient de ces capacités et développent leur propre façon de faire. Quels sont les outils, comment travailler l'audiovisuel, comment utiliser le téléphone portable pour faire des captures vidéo et éditer leurs propres vidéos sur un portable. Donc il y a plusieurs enjeux, mais ça dépend aussi des groupes avec lesquels on travaille, parce que c'est très hétérogène. Là, je parle par exemple d'un groupe spécifiquement avec qui on a travaillé pendant 3 ans dans une municipalité assez éloignée. Mais à Manaus, à Belém, c'est d'autres enjeux, d'autres journalistes qui ont accès à une formation plus traditionnelle, on va dire, du journalisme, mais qui vont travailler beaucoup sur la désinformation. Donc, quel est l'impact de la désinformation en Amérique latine? C'est-à-dire des groupes perception de l'Amazonie comme un problème, comme un obstacle, de la forêt comme un obstacle au développement, des intérêts économiques du point de vue l'extraction de ressources minières, énergétiques, de tout type de ressources locales, qui perçoivent justement la forêt, les populations traditionnelles, etc., comme des obstacles à ce développement. Il y a beaucoup de désinformation sur l'action des défenseurs environnementaux locaux, des ONG locales, sur la problématique de l'environnement, de l'agenda climatique, des intérêts internationaux sur l'Amazonie, sur plein d'enjeux. Et donc, les journalistes locaux qui sont engagés et qui travaillent avec une ligne éditoriale beaucoup rattachée aux enjeux, justement, de l'agenda climatique, de développement durable, etc., vont essayer de mobiliser ou sensibiliser la population locale et les sociétés, leur région, leur territoire, leur ville, par rapport à l'importance de préserver la forêt, de préserver de la valeur même en soi des cultures traditionnelles, de la forêt vivante, et non pas la voir comme un obstacle. Ces organisations de médias en Amazonie sont à but non lucratif. Et pour se financer, elles font appel à des donateurs privés à travers des fondations, de grosses ONG par exemple. Elles font appel au volontariat avec cette difficulté de pouvoir vivre du journalisme. Comme le rappelle Arthur Romeu, bien souvent, l'exercice du journalisme se fait en parallèle d'autres activités qui permettent de gagner de l'argent. Il faut qu'on soit capable de produire des informations plurielles, indépendantes, de façon libre, de renforcer le travail de journalistes qui sont mobilisés sur ces sujets pour que, en tant que société, la dimension collective et sociale du droit à la liberté de la presse soit effective. Donc sans doute, le journalisme et la liberté de la presse en soi ont un rôle absolument central dans les discussions autour du développement durable. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast réalisé par Antoine Dabrowski, musique Nikki de Waracles tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.